Je pense qu'au sein de la magistrature, et c'est tout l'objet de mon livre, il y a un courant idéologique qui a infusé pendant des générations de magistrats, qui a vraiment essaimé dans toute l'institution judiciaire, qui fait que la justice n'est plus indépendante, elle est dépendante aujourd'hui d'une idéologie qui a gagné, je dirais, dans les esprits. Donc pour moi, l'indépendance, c'est d'abord l'impartialité. Et cette idéologie dont vous parlez, c'est l'idéologie de l'excuse. Vous démarrez votre livre en parlant de cette idéologie, de cette culture de l'excuse. Concrètement, on excuse les criminels plutôt que de les sanctionner, c'est ça? C'est à peine caricatural, hein, ce que vous venez de dire. En fait, tout est né, disons, dans les années 70, juste après 68, avec la création du syndicat de la magistrature, et une doctrine parfaitement élaborée par des esprits tout à fait brillants, et qui s'appelle la doctrine de la défense sociale nouvelle. De quoi s'agit-il? Alors, Vous la en parlez dans défense, votre livre. oui, qui a été élaborée depuis l'Italie et importée en France par le magistrat Marc Ancel. Ben, c'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que, en fait, le criminel est d'abord lui-même victime d'une discrimination, soit sociale, ethnique, et donc il faut comprendre le passage à l'acte par cette souffrance, cette discrimination, cette misère, etc. Ça Donc, part de mon sentiment, vous allez me dire. mais c'est formidable. Moi, je suis à l'école, on nous enseignait ça déjà quand j'étais à l'école de la magistrature, mais je restais quand même un peu sur mes gardes. Alors que beaucoup, en réalité, de jeunes auditeurs de justice étaient prêts à défendre de très belles causes. Voilà une cause extraordinaire. Et on invitait dans les amphithéâtres du Fort du Ha, à Bordeaux, des grands truands comme Roger Knoubelpis qui venaient nous parler, la larme à l'œil, des prisons, etc. Donc on était formatés avec des lectures, Michel Foucault, endoctrinés. Voilà. Et ça, C'est dès l'école de la dès magistrature. l'école de la magistrature, bien sûr. Vous racontez dans votre livre votre passage par cette école. Vous dites que vous n'étiez pas très à l'aise déjà à l'époque. Alors, on cette était une ambiance. poignée quand même à se dire, mais il y a un problème, quoi. Le juge, pour nous, très minoritaire, doit être impartial. Il ne doit pas prendre la défense de l'enfant contre le père, de la femme contre le mari, du voleur contre la police, ou du plaideur contre la justice. C'est le fameux soyez partiaux de la harangue d'Oswald Baudot qui remonte à Oui, ça ne 1973 date pas d'hier. et dont certains diront effectivement, mais tout ça c'est de la vieille histoire. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est que le mur des cons en 2013? Alors justement, Nicole, Sinon, Nicole 06 en parlait, Nicole 06 qui nous regarde sur le Figaro.fr, évoquait justement le mur des cons. Vous pourriez rappeler ce dont il s'agit exactement, ce dont il s'est eh agi. bien, un de vos confrères a capté, par hasard d'ailleurs, dans le local du syndicat de la magistrature, un mur sur lequel étaient brocardés, épinglés, des supposés ennemis de la justice, en fait ennemis de leur idéologie. C'était en quelle année? C'était en 2013, donc il y avait des personnalités politiques, vous imaginez qui elles pouvaient être. Hein, Et on parle des locaux, Sarkozy, on parle des locaux du syndicat de la magistrature. au ministère de la Justice. Et parmi ces têtes de Turcs, il y avait notamment deux pères de famille, le colonel Schmitt et Jean-Pierre Escarfaille, dont l'un et l'autre ont eu leur fille violée et assassinée, dont un par Guy Georges. Quel était le crime aux yeux des magistrats du syndicat de ces deux hommes-là pour être brocardés de cette façon-là? C'est d'avoir créé des associations pour plus de sécurité, pour traquer mieux encore les tueurs en série, voyez-vous. Donc ça, c'est en ligne directe, en filiation directe avec la harangue d'Oswald Baudot de 1973. Donc il y a un parti pris pour le délinquant, en réalité. On néglige la victime. Et ça, alors, on peut le décliner partout pour l'immigration. Par exemple, le migrant clandestin. Un migrant clandestin, il vient d'un pays qui a été colonisé. Donc, il a une créance sur nous, une créance des crimes de colonisation. Donc, pourquoi voulez-vous ne pas le recevoir, ne pas l'accueillir, ne pas l'entourer et voudriez l'expulser? C'est ainsi que vous avez eu récemment, vous vous souvenez, l'affaire d'Ocean Viking. On a eu plus de 200 migrants. Darmanin nous disait, vous inquiétez pas, il y aura des procédures d'expulsion. Au final, les juges se sont organisés pour relâcher tout le monde. Donc, voilà, c'est ça ça que je suis en train de rejoint dire. ce que vous dites, Georges Fenech, pardon, mais ça rejoint ce que nous dit Val Pazu sur le Figaro.fr. Il nous dit les juges aujourd'hui, les magistrats jugent en fonction de leurs idées politiques.
et la plupart du temps à gauche. Ça rejoint un peu ce que vous nous dites. Cela dit, ça ne concerne pas tous les magistrats. Le syndicat de la magistrature que vous évoquez représente 33% des magistrats, si je ne fais pas d'erreur. Donc tous les magistrats ne sont pas sur cette ligne-là, pour être tout à fait clair. Alors, vous dites 33%, ce qui est déjà une représentativité importante. C'est-à-dire un magistrat sur 3 a voté pour le syndicat administrature. Vous dites que ce n'est pas la majorité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est leur capacité d'entrisme, leur capacité d'influence, que ce soit au sein de l'institution où on va truster les commissions d'avancement, dont votre carrière en dépend, et également des médias. Il y a une espèce de collusion entre le syndicat et un certain nombre de médias acquis à la cause, ce qui fait qu'en face, vous avez des politiques qui sont tétanisés. Et vous avez aussi des magistrats qui préfèrent ne pas trop la ramener parce que leur carrière aussi... En réalité, ce courant a vraiment infusé. J'ai essayé, moi, à une certaine époque, à la tête de mon association, de résister. On nous a réglé notre compte. Je le raconte dans mon livre. On nous a vraiment réglé notre compte. Des procès en sorcellerie, etc. Georges Fenech, j'aimerais qu'on vienne sur les conséquences de ce que vous décrivez. Vous citez des chiffres dans votre livre sur l'augmentation de la violence en France. On va reprendre un graphique, notamment sur l'augmentation de cette violence, en particulier les violences contre les dépositaires de l'autorité publique. On est passé, entre les années 2000 et 2019, vous voyez, on constate effectivement qu'il y a eu une explosion du nombre de cas, et c'est un exemple parmi d'autres. À propos de la violence, vous parlez d'ensauvagement. C'est le titre de votre livre. Vous n'êtes pas le premier à l'utiliser, mais pourquoi ce terme précisément? Parce que c'est le terme aujourd'hui qui correspond le mieux à la situation que nous vivons quotidiennement, avec des actes d'une barbarie qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, d'une violence gratuite, d'une violence qui s'exerce contre des personnes âgées pour un regard, pour une réflexion, des violences contre des femmes avec des viols barbares, des violences contre des mineurs par des mineurs à la Kalachnikov, ce que moi je ne voyais pas quand j'étais juge d'instruction, voyez-vous. Mais tout cela, c'est, encore une fois, je le dis, on a parlé du problème du syndicalisme, etc. Mais tout cela, c'est la conséquence majeure du fait qu'on ne veut plus sanctionner. Et que donc s'est installé dans notre pays un sentiment, et plus qu'un sentiment, de l'impunité. Je rappelle que Madame Taubira, par exemple, qui s'inscrit dans cette ligne, évidemment, avait supprimé les peines planchées que nous avions établies à l'époque de Nicolas Sarkozy, qu'elle avait enterré le programme de 20 000 places de prison, développé toutes sortes de peines alternatives qui ne fonctionnent pas. Donc quand vous avez une justice répressive qui faillit, vous avez dans les quartiers des trafics de drogue de plus en plus importants. Tout cela est lié. Je suis pas, si je ne mène pas un combat idéologique, attention, je ne mène pas un combat de droite contre la gauche. Vous avez été sénateur de droite, tout de même. J'ai été député de droite, pardon. Député de droite. Mais je pense, en écrivant ce livre, et d'ailleurs, je prends ma part de responsabilité, je pense d'abord à l'avenir du pays. Et je me rends compte, et tout le monde peut faire ce constat, c'est que le pays vit des fractures aujourd'hui sécuritaires qui ne sont plus supportables. Et je me dis qu'au-delà des opinions politiques, philosophiques des uns et des autres, il faut quand même rappeler que le juge est là pour juger, pas pour faire de la politique, qu'il est là pour appliquer la loi, pas pour la fabriquer, et qu'il est là précisément pour remplir cette mission que lui demande son statut. Or, il ne respecte... Et tout est lié. Georges Fenech, est-ce que le problème, ce n'est pas aussi qu'on manque de place en prison Mais pourquoi on manque de place en prison, à votre avis? Pourquoi manque-t-on de place en prison? Pourquoi a-t-on 60 000 places de prison, grosso modo, alors que la Grande-Bretagne en a 96 000? Mais parce qu'on se refuse à les construire, puisqu'on nous explique que la prison est criminogène. On a d'ailleurs supprimé les courtes peines d'emprisonnement. Vous savez qu'il n'y a plus de courtes peines d'emprisonnement. Et lorsqu'un tribunal prononce une peine jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, ça se transforme sur le siège en autre chose. On ne veut plus de la prison. Donc on ne va pas construire des prisons. Alors on nous amuse un petit peu avec des programmes de 2000, 3000, mais le fossé est tellement creusé aujourd'hui. Ce qui fait qu'effectivement, il y a inexécution des peines, puisqu'on ne peut plus exécuter des peines. On estime à peu près à 80 000 peines de prison ferme en stock qui ne sont pas exécutées, qui seront un jour ou l'autre prescrites, la plupart, parce qu'on ne peut pas les faire exécuter. Vous évoquez aussi l'immigration, Georges Fenech, et le lien avec la délinquance. Ça, vous l'avez vu aussi quand vous étiez magistrat? Ben moi, j'ai démarré dans les années 80. J'ai vu ce que j'appelle les 3 V depuis mon cabinet d'instruction: Villeurbanne, Vénissieux, Vaux-en-Velin. Vous étiez du côté de Lyon, pour j'étais pour dire les d'instruction. choses. J'ai vu les premières émeutes. Le cirque a été inventé exactement à Villeurbanne, aux Minguettes,
avec les rodéos, la police qui intervient, les grands frères qui sont derrière, les caillassages. Et ça a été le début. On a inventé les rodéos et les émeutes. Et ça, de nouveau, on a laissé faire. Alors, on a laissé faire. Il y a eu 2005, je me souviens, il y a eu 2007 et il y a eu 2023. On a laissé faire, oui et non. On a essayé. On a essayé par des politiques de la ville. Vous voyez, toujours de la prévention, des milliards. Et en réalité, ça n'a pas arrêté ce phénomène. Donc voilà, on en est aujourd'hui à une situation de recul de l'autorité, recul de la police, qui dit le problème de la police, c'est la justice, à juste titre. Nous, on fait notre travail au péril de notre vie. Et puis, il n'y a pas de suivi dans la chaîne pénale. La chaîne pénale, c'est toute une chaîne. Quand il y a un maillon qui ne répond pas, tout s'écroule. Le travail de la police n'est pas suivi des faits. Donc, si vous voulez, on est dans une situation aujourd'hui où il faut, et il est urgent, de rappeler à la justice ses missions, non pas sécuritaires, mais des missions de prononcer des sanctions quand c'est nécessaire. Vous êtes très critique vis-à-vis des juges, Georges Fenech. Cela porte d'autant plus que vous avez été magistrat vous-même. Vous êtes aussi très très critique vis-à-vis des politiques. Vous avez été, vous l'avez dit, député UMP, député LR. Pour autant, vous n'êtes pas tendre avec le bilan de la droite. Ben, Spécialement en matière de sécurité, d'ailleurs. Vous savez, moi, j'ai plus rien à attendre. J'ai fait mes carrières. Moi. Aujourd'hui, je pense à mon pays, à l'avenir, à mes enfants. J'ai des enfants, j'ai aussi des petits-enfants. Je dis, c'est le moment ou jamais de dire tout ce que tu penses véritablement. Et je le dis parce que j'ai vécu de l'intérieur. Et quand j'étais à l'Assemblée nationale, je me suis bien rendu compte qu'il y avait une crainte non dite des politiques vis-à-vis d'une magistrature conquérante qui les tenait au bout de leur fusil. Souvenez-vous, la jurisprudence Balladur, les ministres mis en examen doivent démissionner. Je totalisais, il y a eu 8 ministres de la Justice qui ont été condamnés ou mis en examen depuis Jacques Chirac. Donc il y a eu une crainte de cette justice conquérante qui se mêlait des affaires politiques, financières et autres, et en même temps ne pas déplaire à cette magistrature qui a encore une fois une audience dans les médias. Donc tout est lié. Est-ce que votre passage finalement, par la politique a changé votre regard sur la politique, oui. Sur la politique, Oui. sur la justice et sur ces fameux problèmes de violence dont on parle. Parce que on peut faire le constat, mais quand il s'agit d'être concrètement le législateur, j'imagine que ce n'est pas aussi évident. C'est pas évident, mais on peut le faire. Je suis convaincu qu'une véritable volonté. On peut faire comment? Alors, on va pas décliner un programme. Je dirais que la mère des batailles, c'est une utopie un petit peu, ce serait de dépolitiser la justice, de faire en sorte, parce qu'on est le seul au monde à avoir un syndicat de ce type, un syndicat politique. Mais est-ce que c'est Ça serait possible dépolitisé. Les magistrats ont des idées, vous avez vous-même des idées, vous les partagez, c'est tant mieux. Est-ce que c'est possible de dépolitiser une telle institution? Mais bien sûr. Écoutez, le juge n'a pas à faire de politique. Je suis quand même étonné de votre question. Le juge doit être indépendant et impartial. Il ne doit pas appliquer une idéologie qui lui vient d'on ne sait où. La seule application, c'est celle voulue par le peuple, le suffrage universel, la loi votée par le Parlement. Donc il faut, moi ce que je propose, c'est une commission d'enquête parlementaire pour analyser ces phénomènes de politisation à l'intérieur de la justice, parce que c'est une atteinte grave à la séparation des pouvoirs. Et c'est une atteinte à la démocratie et à la volonté du peuple. La justice, elle rend ses décisions au nom du peuple. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle le rend souvent contre le peuple. Parce que le peuple n'attend pas ce type de décision laxiste, de culture de l'excuse, et tous ces angélismes, si vous voulez, qui ont marqué ces 40 dernières années. Vous estimez aussi qu'il faudrait potentiellement revoir le rôle du juge d'instruction. Vous voulez revoir sa façon de fonctionner ? Alors, vous dire tout simplement qu'on est les derniers au monde à avoir un juge d'instruction. L'Italie l'a remplacé, l'Allemagne l'a supprimé, je veux dire, l'Allemagne l'a supprimé, les anglo-saxons n'ont jamais connu. Vous avez un juge d'instruction à la française, un système inquisitoire qui remonte à Napoléon Ier, grosso modo, et qui a tous les pouvoirs d'enquête et juridictionnel. D'ailleurs, Robert Badinter lui-même stigmatisait ce juge en le qualifiant de à la fois Maigret et Salomon. Donc on ne peut pas à la fois mener l'enquête et prendre des décisions juridictionnelles, c'est-à-dire apprécier les preuves que vous-même vous êtes chargé de recueillir. Donc moi, ce que je préconise, c'est un passage du juge d'instruction à un juge de l'instruction, qui sera un super JLD, qui prendrait les décisions de mise en détention, des coups de téléphone, tout ce qui est une atteinte aux libertés, et que l'enquête soit faite par le parquet, et un parquet autonome. Une toute dernière question, Georges Fenech. Vous dédiez votre livre en mémoire de toutes les jeunes femmes, notamment victimes de prédateurs, et tous les jeunes d'ailleurs victimes de violences de façon générale. Vous parlez de non-assistance à France en danger. En parlant des jeunes Lola, Maëlys, Delphine, toutes ces jeunes femmes, tous ces jeunes, on aurait pu les sauver. Oui.
je pense qu'on n'a pas fait tout ce que nous devions faire et que nous avons une responsabilité. C'est le thème que j'ai voulu développer. On a une responsabilité parce que quand vous laissez un mineur impuni 20, 30, 40, 50 fois, comme j'ai vu des cas judiciaires, il passe dans une grande criminalité ensuite. Et toutes ces affaires que je vois qui sont terribles à Marseille, où des jeunes de 14 ans utilisent des kalachnikovs, je me dis, c'est qui les responsables? Évidemment, il y a l'éducation, il y a les parents, mais il y a aussi la justice qui ne fait plus peur du tout, voyez-vous. Donc je pense que il y a une non-assistance à toutes ces millions de victimes. Il y a à peu près 4 millions de victimes par an dans notre pays, terrible. Et on ne se donne pas encore les moyens, si vous voulez, de lutter contre ce qu'un fléau que d'autres ont réussi à éradiquer. Je cite l'exemple de New York avec Rodolphe Giuliani que j'avais rencontré. Et vous racontez plusieurs exemples dans votre Mais livre. bien sûr, c'est possible. Que on peut aller lire si on veut en savoir davantage sur votre expérience et puis sur les solutions que vous préconisez aussi, Georges Fenech. Ça s'appelle L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques. On le montre à l'instant à l'écran. C'est paru aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Georges Fenech. Je rappelle que vous êtes donc ancien magistrat, député honoraire et l'auteur de ce livre. Merci pour votre témoignage ce soir.